donc je passe la parole à monsieur de la Mobile Compagnie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, bonsoir à tous d'être là. Donc, je suis Erwan Leroy-Arnaud, directeur artistique et metteur en scène de la Mobile Compagnie, qui est une mobile qui se trouve à Thoard, dans le village. Donc pas très loin en fait. On est une compagnie, on est spécialisé dans la lecture et notamment, ce qui nous intéresse ce soir, la lecture de documents d'archives. Je dois excuser le directeur des archives départementales, M. Labadie, ainsi que son adjointe, qui ne peuvent pas être là ce soir, puisque en raison des élections à Digne, les élections municipales à Digne, comme ils sont fonctionnaires d'État, ils ont une position de réserve et peuvent se montrer en public. Je leur ai proposé un jour de venir cacher. Avec le masque, sans masqué. C'est ce qu'on se disait. Ce qui fait qu'habituellement, à la fin de la lecture, s'il y a des nombreuses questions, c'est M. Labadie qui répond. Non, il faut qu'on juste vous explique comment on fonctionne avec les archives départementales. En fait, on met en œuvre, on conçoit l'ensemble des lectures d'archives que les archives départementales mettent en place, soit pour un événement précis, soit autour d'expositions. Ça fonctionne ainsi, c'est-à-dire qu'eux, en fait, ils nous transmettent les documents, généralement numérisés, et à partir de cette masse de documents, après, moi, je choisis, je retranscris, je construis la lecture à partir des documents qu'ils ont fournis. C'est-à-dire qu'en fait, même les archives, enfin, généralement, quand ils viennent, en fait, ils ne savent pas tout à fait ce qu'il va y avoir dans la lecture. Il nous faut vraiment une grande confiance par rapport à la construction et aux documents que nous, on va sélectionner pour la lecture. Voilà, c'est à peu près tout. La lecture de ce soir va durer entre 1h et 1h03 minutes. Ça dépend de l'enthousiasme des lecteurs. Ce qui veut dire que dans 63 minutes maximum, vous aurez tout à fait le loisir de rallumer vos portables, de enlever le mode avion pour ceux qui l'auront mis en mode avion, et à ce moment-là de partir sur tous les réseaux pour dire à quel point les lectures d'archives, c'est quand même chouette. Bonne lecture à tous. Merci. Préambule. Petite géographie de 1875 des Basses-Alpes à l'usage de l'enseignement primaire. Extrait. Le département des Basses-Alpes se trouve classé parmi les départements du sud-est de la France. C'est un des derniers départements de la France par sa population, ses produits, son industrie et son commerce. Sa plus grande longueur depuis son extrémité nord-est jusqu'au confluent du Verdon et de la Durance est de 145 km. Sa plus grande largeur, de l'est à l'ouest, est de 120 km. La superficie totale du département est de 695 km². Au Moyen-Âge, des barques établies sur des outres naviguaient sur la Durance et facilitaient le commerce entre la Haute-Italie et la Haute-Provence. Ces sortes de barques mettaient 2 jours pour descendre d'Embrun à Pertuis. Le premier jour, elles arrivaient à Sisteron, ou à un village au-dessous qui depuis a pris le nom de l'Escale. Le second jour, elles atteignaient Pertuis. Aujourd'hui, la Durance ne transporte plus que des radeaux de forme primitive, chargés de planches de sapin et de mélèzes. Le département se divise par sa nature en 2 régions distinctes, la région des hautes montagnes au nord et la région des montagnes de moindre élévation, des bas plateaux et des plaines au midi. De là, 2 climats y règnent et dont la ligne extrême de la zone des oliviers indique les limites. Cette ligne part du versant méridional des collines de Beuvon, passe par Sisteron et Digne, descend par Château-Redon, Amézelle et Estoublon, se dirige vers Saint-Gurs et Moustier pour arriver en suivant la Vallonge au bord du Verdon. Au-dessous de cette ligne, la terre facilite toutes les cultures des zones tempérées, mûrit tous ses fruits et toutes ses racines et reste libre pendant près de 11 mois de l'année. Le ciel y est longtemps beau,
Le froid, à moins d'hiver exceptionnels, n'y descend pas à plus de 8 degrés. La chaleur s'y élève de 30 degrés à 35 degrés. Le nombre des jours de pluie n'y est que de 3 mois. Au-dessus des oliviers, on rencontre encore la vigne dans une zone irrégulière. Mais au-dessus des vignes sont les flancs escarpés, nus ou couverts d'arbustes chétifs. Les vallées étroites, tortueuses, occupées par des torrents qui y amassent continuellement des cailloux et qui menacent d'entraîner dans leur furie les quelques champs que les hommes cultivent avec tant de peine. D'autre part, l'air devient plus vif à mesure que l'on monte. Les neiges commencent à se montrer en octobre, fondent en mai, et les heures froides retranchent tellement aux jours de printemps et de l'automne que dans la vallée de Barcelonnette, on ne reconnaît plus que 2 saisons, l'hiver de 8 mois et l'été de 4. En hiver, les couches de neige couvrent le sol à 3 mètres de hauteur. Et le thermomètre centigrade s'abaisse jusqu'à 24 degrés au-dessous de zéro. Les chaleurs en été ne s'élèvent guère au-dessus de 18 degrés. Encore la température est-elle modérée pendant cette saison par un vent froid qui règne dans toute la vallée depuis 11 heures jusqu'à midi. Les vents principaux qui soufflent sur le département sont le Mistral, Vent froid et violent du nord-ouest. la Bise, Courant d'air vif qui descend le matin des montagnes sur les plateaux et dans les vallées qui les avoisinent. le Marin, Vent du sud, tiède et humide, il amène en automne de longues pluies et le débordement des rivières. le Levant et Vendrin, Sont quelquefois impétueux. mais plutôt tiède que froid. La population du département, qui est aujourd'hui de 139 382 habitants, était de 156 675 âmes en 1846. Il va continuellement en décroissant. Les causes de cette diminution progressive ont été expliquées par les pertes successives du sol, par le défaut de commerce et d'industrie, Par l'attrait qu'offrent aux jeunes gens les gains plus considérables et la vie des grandes villes. les mœurs et coutumes s'unifient comme le costume. Et il y a peu, le costume des vieillards était dans plusieurs villages celui du temps de Louis XV, et certains détails de la vie domestique rappelaient l'époque de la domination romaine. Quant au langage, le peuple, en adoptant la langue française pour en faire usage dans l'occasion, continue à se servir de la langue provençale L'industrie est peu active. et est cependant en progrès. On fabrique des draps dans les localités où il y a des chutes d'eau. Il existe en outre des filatures de soie, des fabriques de faïence, des papeteries, 2 fabriques de cire à Digne et une fabrique de chapellerie pour l'exportation à Sisteron. 21 juillet 1783. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquiers et terres adjacentes, salut. Sur la requête présentée à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement au 10 pays de Provence, contenant que malgré les précautions anciennement prises qui avaient fixé et tracé la largeur des chemins, vulgairement appelés carrérades, pour les troupeaux qui vont de la basse à la haute Provence et qui en reviennent, il se serait introduit des abus si considérables dans diverses communautés qu'il en aurait été porté des plaintes réitérées aux assemblées générales. Messieurs les procureurs du pays furent chargés de s'adresser à la cour pour obtenir de la justice un règlement qui désormais extirpe le germe de toute contestation. Extrait du règlement concernant la largeur des carrères à l'usage des troupeaux pour leur passage de la basse à la haute Provence. Article 1er. Les carrères seront rétablis dans tous les lieux où il doit y en avoir par les consuls des communautés de concert avec les seigneurs des lieux. Article 2. Les carrères générales conduisant de la basse Provence à la haute auront dans leur moindre largeur 5 cannes, sans que la plus grande largeur qu'elles peuvent avoir actuellement puisse être diminuée, si ce n'est qu'elle excéda 10 cannes
mesure à laquelle les plus grandes carrières seront réduites. Article 3. Les carrières particulières des communautés pour aller joindre les carrières générales auront 2 cannes et demi, autant qu'il sera possible. Article 4. Dans les pays où les carrières changent selon que le sol où elles passent est alternativement cultivé ou laissé en chaume, chaque année, et avant le 1er mai, les consuls, de concert avec le seigneur, feront marquer la carrérade où les troupeaux devront passer. Ministère de l'Intérieur, Paris, le 20 mars 1807. Le ministre de l'Intérieur au préfet du département des Basses-Alpes. En rappelant, monsieur le préfet, votre zèle et vos soins pour introduire et multiplier dans votre département la culture du coton, j'avais l'intention de vous fournir autant qu'il dépendait de moi les moyens d'exécuter sous ce rapport les ordres du gouvernement. J'ai fait en Espagne, en Italie et dans l'Amérique septentrionale des demandes de graines de coton, du coton herbacé surtout, qui convient le mieux à votre sol et dont la récolte ne peut nuire en aucune manière aux autres exploitations agricoles. Et aussitôt que ces graines seront parvenues aux destinations que j'ai ordonnées, je me propose d'en faire une distribution convenable. J'ai chargé un agriculteur distingué, membre de l'Institut et de la Société d'agriculture du département de la Seine, de travailler à une instruction relative à cette culture. La publicité de cette instruction ne pourra que produire les plus grands avantages. Enfin, pour donner en ce moment une impulsion utile à une culture aussi intéressante, j'ai décidé d'accorder la prime d'1 franc pour chaque kilogramme de coton qui sera récolté, nettoyé et prêt à être filé. Je vous autorise donc, monsieur le préfet, à annoncer à vos administrés les encouragements qu'ils auront à espérer et qui me paraissent propres à stimuler utilement les efforts de l'industrie rurale dans cette nouvelle branche qui lui est ouverte. Recevez l'assurance de ma parfaite considération. Direction générale de l'agriculture, 4e division, Paris, le 29 décembre 1814. Monsieur le préfet, il continue de parvenir des plaintes sur les inconvénients qui résultent de l'emploi de la poix pour la marque des bêtes à laine. Il est reconnu en effet que cette substance s'incorpore tellement avec la toison que le lavage et la tonte ne peuvent l'en débarrasser, qu'elle laisse des traces désagréables à l'œil sur les étoffes blanches ainsi que celles qui sont teintées en couleurs éclatantes. Au mois de juillet 1812, son Excellence, le ministre des Manufactures et du Commerce, appela votre attention sur cet objet. Il prescrivit quelques dispositions qui donnèrent lieu d'espérer que les propriétaires de bêtes à laine sentiraient qu'il est de leur intérêt de substituer provisoirement à la poix les ocres jaunes, rouges ou bruns fondus dans un dissolvant. Les événements survenus depuis cette époque ont peut-être pris les moments des autorités locales, de manière qu'il leur aura été difficile de suivre l'exécution des mesures ordonnées. Quoi qu'il en soit, monsieur le préfet, je vous prie de vous faire représenter la lettre du ministre des Manufactures et de me faire connaître si les instructions auxquelles elle a donné lieu ont produit quelques résultats utiles. Recevez l'assurance de ma parfaite considération avec laquelle j'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissant serviteur. Le directeur général, conseiller d'État. Ministère de l'Intérieur, 3e division, 2e bureau, agriculture. Paris, le 10 mars 1819. Le ministre de l'Intérieur au préfet du département des Basses-Alpes. Monsieur le préfet,
Malgré les efforts successivement tentés par l'administration pour détruire la méthode qui consiste à faire périr les essaims dont on veut enlever le miel, cette pernicieuse pratique est encore en usage et s'oppose de la manière la plus fâcheuse à la multiplication des abeilles. Il est en outre des pays où l'éducation et l'entretien de ces précieux insectes sont tout à fait négligés, malgré la ressource que les localités offriraient pour cet objet. L'administration voit avec peine les cultivateurs se priver ainsi volontairement d'un produit qui pourrait devenir important, sans exiger d'eux beaucoup de temps ni de dépenses. Monsieur Lombard, qui s'est longtemps occupé de cette branche d'industrie agricole, a publié sur les soins à donner aux abeilles et sur l'emploi de la ruche villageoise, un ouvrage qui a eu plusieurs éditions. Mais pénétré de cette vérité, applicable surtout aux améliorations agricoles, il a donné en 1818 une série de leçons gratuites appuyées d'expériences faites sur un rucher établi dans son habitation près d'une des barrières de Paris. Il se propose d'ouvrir cet été un second cours, également gratuit, sur le même sujet. Ce cours, qui commencera le 16 mai et ne durera que 3 mois, comprendra la construction de ruches nouvelles, l'essaimage des abeilles, la manière de recueillir la cire et le miel, et celle de faire subir à ces produits la manipulation convenable pour être mis dans le commerce. Je verrai avec plaisir que des élèves de différentes parties de la France vinssent profiter de ces leçons pour en répandre ensuite le fruit dans leur pays. Votre département étant par la nature de ses cultures et la disposition de ce sol, un de ceux où les produits en cire et miel pourraient offrir le plus d'importance et où par conséquent il est le plus à désirer que la nouvelle méthode de soigner les abeilles soit introduite et propagée, je m'empresse de vous faire part des facilités qu'offre à cet égard le zèle et la longue expérience de M. Lombard, afin que vous puissiez, autant que vous le jugerez possible, en profiter dans l'intérêt de vos administrés. Un moyen d'arriver à ce but serait d'envoyer ici, aux frais du département, un élève intelligent qui, après avoir suivi les leçons de M. Lombard, reporta ses connaissances dans vos contrées. J'ai l'honneur de vous offrir, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée, le ministre secrétaire d'État de l'Intérieur. Lettre de M. Lombard au préfet des Basses-Alpes. Paris, le 10 novembre 1821. Monsieur, voilà M. Ravel venu à Paris pour suivre mon cours sur les abeilles. Ce cours n'est pas encore entièrement fini, mais il ne nous reste plus qu'à manipuler la cire, et à cet écart, M. Ravel connaît les procédés. M. Ravel connaît bien les abeilles. Étant fort intelligent et fort adroit, il les conduira bien. En général, les ruches en France sont en paille ou en bois flexible. Mais dans les Alpes, elles sont faites en planches. Afin de raisonner sur cette espèce de ruche, M. Ravel en a fait un petit modèle. Nous avons pensé qu'il fallait en conserver la forme, les habitants des campagnes tenant à leurs usages. Mais nous l'avons modifié de manière à faire des essaims à volonté, à dépouiller les abeilles sans les détruire et à leur procurer le renouvellement de leur édifice. M. Ravel emporte le petit plan de la ruche modifiée. Il se propose de la faire exécuter en arrivant pour la mettre sous vos yeux. Il serait peut-être bon qu'il soit établi un rucher départemental soigné par M. Ravel afin que le public connaisse les changements nécessaires dans la ruche en usage afin de multiplier et conserver les abeilles. Monsieur le préfet du département de l'Indre a fait ainsi, sans rucher soigné par un élève de l'année dernière. Il paraît que cela fait bon effet. Au surplus, il ne faut pas croire qu'un élève sache tout ce qui est relatif aux abeilles après avoir suivi un seul cours. Mais il a les principes.
pratique fera le reste. Je suis respectueusement, monsieur, votre très humble serviteur. Lombard. 5 mars 1837, journal des Basses-Alpes. Il existe, dans les vallées les plus reculées des Basses-Alpes, une industrie qui reçoit chaque jour des développements remarquables. C'est la fabrication des draps. Elle a pris naissance dans la haute vallée du Verdon, elle s'est étendue dans la vallée de Saint-André, où elle a reçu un accroissement assez considérable qui, tout l'annonce, ne s'arrêtera pas là. Dans ces contrées pastorales où l'élève du menu bétail est la principale ressource des habitants, la première industrie a dû être la confection des vêtements au moyen de la laine provenant de la toison des troupeaux. Chaque ménage a filé sa laine, des tisserands l'ont converti en draps étroits et communs que l'on nomme encore aujourd'hui cadis. La toison des bêtes à laine était d'un brun tirant sur le roux. On n'a pas eu besoin de la faire teindre, on a fait des draps de couleur fauve. C'est la couleur à peu près générale des vêtements des hommes de la Haute-Provence. La prospérité toujours croissante des fabriques de draps de ménage devait donner à des spéculateurs l'idée de s'en emparer. Il s'agissait pour cela de rendre, par l'emploi des machines, la fabrication plus économique, plus active, plus soignée. Et ils y sont parvenus. Depuis 1830, le commerce des draps a pris un essor encore plus rapide dans nos montagnes. Le nombre des fabriques a doublé. Indépendamment de cela, les nombreux métiers isolés qui existent dans les villages continuent encore de fournir à la consommation locale des quantités assez considérables de cadis. Il ne lui manque plus que des routes praticables aux voitures, et ces routes que l'on peut facilement établir en suivant les niveaux des cours d'eau et en utilisant des matériaux qui se trouvent partout sur place, seront sans doute un des premiers objets de la sollicitude de l'autorité départementale, aussitôt que la loi sur l'achèvement des routes royales aura reçu la sanction des 3 pouvoirs. Les fabricants ont encore demandé la faculté d'exporter leurs draps avec jouissance de primes par la douane d'Entrevaux, ce qui leur donnerait les moyens d'échanger leurs produits contre les laines blanches, longues et fines que produisent les troupeaux des hautes vallées du comté de Nice et du Piémont. L'administration a apposé à cette demande des objections qui disparaîtront sans doute dès qu'elle saura que la mesure intéresse réellement un pays peu favorisé par la nature et que les abus sont impossibles. Ministère de l'Intérieur, Paris, le 10 juillet 1840. Monsieur le préfet, par votre lettre du 22 du mois dernier, vous exposez que les nombreux troupeaux qui passent l'hiver dans les plaines qui bordent la Méditerranée et l'été sur les Alpes traversent votre département 2 fois par an et suivaient autrefois des chemins désignés sous la dénomination de carrères, lesquels avaient été expressément établis pour cet usage sous le régime de la féodalité. Vous ajoutez que, depuis quelque temps, beaucoup de conducteurs ont cru devoir abandonner ces chemins au profit des voies publiques nouvellement améliorées, mais que le passage de ces troupeaux, dont chacun est composé de plusieurs milliers de bêtes, gêne considérablement la voie publique et porte un grand préjudice aux propriétaires riverains. Vous demandez si, en vertu des règlements et lois sur la voirie vicinale, les agents voyers n'auraient pas le droit d'imposer à un conducteur l'obligation de suivre les anciennes carrères. Depuis l'abolition des privilèges de la féodalité et de la féodalité elle-même, la législation a constamment laissé à chacun le droit d'user de tous les chemins publics sans pouvoir être contraint de passer par l'un plutôt que par l'autre. Or, si la loi n'a imposé à personne une telle obligation,
Les conducteurs de troupeaux dont il s'agit sont libres de choisir la voie publique qui leur sera préférable. Il ne reste aux propriétaires riverains que le droit de faire constater légalement le dommage que ces bergers peuvent leur faire supporter et d'en poursuivre la répression devant les tribunaux compétents. Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'Intérieur. Ministère de l'Instruction publique et des cultes. Paris, le 7 juillet 1854. Monsieur le Préfet, Monsieur de Montigny, consul à Chambay, a récemment amené en France un troupeau de yaks, ou bœufs à queue de cheval, qui a été provisoirement placé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ces animaux, originaires du Tibet, possèdent des qualités qui rendent très précieux leur introduction dans notre pays, au double point de vue de l'agriculture et de l'industrie. Ils peuvent être très utilement employés comme bêtes de somme ou de trait et devenir ainsi un excellent auxiliaire de l'habitant des montagnes. Leur fourrure présente tous les caractères de la laine la plus propre à être cardée et filée fin. Les yaks sont très sobres, se nourrissent des herbes les plus courtes, prospèrent aux limites des neiges éternelles et n'ont pas besoin d'abri contre le froid et le mauvais temps. J'ai pensé qu'à raison de ces qualités particulières, un couple de cette espèce pourrait être très avantageusement placé dans le département des Basses-Alpes. Je suis en conséquence disposée à attribuer au comice agricole de Barcelonnette 2 spécimens choisis dans le troupeau du muséum, à savoir un taureau noir sans cornes, excellent reproducteur, et une vache noire sans cornes, actuellement pleine. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien me faire connaître dans le plus court délai si le comice se chargerait volontiers de recevoir ces animaux et de veiller à leur acclimatation. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée. Le ministre de l'Instruction publique et des cultes. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Cruys. Séance du 10 février 1856. Monsieur le maire, dans l'intention d'accroître les ressources de la commune, propose de louer les jours de foire les places qu'occuperont sur la place de Cruys les marchands, faiseurs de tours, bateleurs, charlatans, propriétaires d'animaux féroces et curieux, et généralement tous ceux qui tiennent les jeux et spectacles. Sur quoi, le Conseil, après avoir délibéré, est d'avis que les susdites places soient mises en location. Monsieur le maire demande alors au Conseil de fixer le tarif du prix de la location des places, et il propose lui-même le prix unique de 25 centimes pour chaque mètre de surface occupée par les forains ci-dessus désignés. Le Conseil adopte la fixation du prix ci-dessus indiqué. Conseil municipal de la commune de Cruys, séance du 14 mai 1876. Extrait. Monsieur le maire soumet au Conseil la demande formée par l'instituteur communal dans laquelle il est exposé que le mode actuel d'acquittement des dépenses de chauffage dans les écoles communales, présentant des résultats insuffisants tant à cause de la trop faible quantité de bois fixé pour l'usage et de l'extrême modicité de la taxe en argent, que de l'exactitude même de ses ressources, l'Assemblée municipale est priée de fixer un taux uniforme de chauffage recouvrable. Le Conseil considérant que les parents doivent pourvoir d'une manière suffisante et régulière au chauffage de leurs enfants à l'école, qu'il est convenable de leur laisser le choix de s'acquitter en argent ou en nature, fixe à 2 francs le taux du chauffage pour chaque élève et par hiver, ou à 200 kg de bois convenablement refendu. Fait et délibéré à Cruys les jours, mois et an que dessus.
Digne, le 29 juin 1881. Arrêté. Nous, préfets des Basses-Alpes, chevaliers de la Légion d'honneur, considérant que les accidents déplorables sont trop souvent causés par la morsure des chiens enragés, que le défaut de surveillance de la part des propriétaires de chiens et la divagation de ces animaux sont les causes les plus actives de la propagation de la rage, considérant en outre la nécessité de s'assurer que les chiens circulant sur la voie publique ont un maître connu et de fournir soit à l'autorité, soit aux personnes qui seraient victimes d'accidents, les moyens d'intenter les actions pénales ou civiles. Arrêtons. Article 1er. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravé sur une plaque de métal, le nom et le domicile de son propriétaire. Article 2. Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique, les chiens errants avec ou sans collier, dont le propriétaire est inconnu dans la localité, seront saisis et abattus sans délai. Dans aucun cas, ils ne peuvent être vendus. Article 3. Sont exceptées des dispositions contenues dans les articles précédents les chiens courant en action de chasse, mais ils doivent porter la marque du propriétaire. Article 4. Seront immédiatement abattus les chiens et les chats enragés et les animaux des mêmes espèces qui ont été mordus par des animaux enragés ou sont soupçonnés de l'avoir été. Fait à Digne, le 29 juin 1881, d'Anican, Philidor. Conseil municipal de la commune de Cruys, séance du 18 mai 1882, extrait. Monsieur le maire propose d'établir sur les eaux des fontaines communales pour l'année 1883 le droit d'arrosage suivant. Prix pour l'heure d'arrosage. Fontaine des Gorges, 30 centimes. Fontaine de la Place, 30 centimes. Fontaine du bas du village, 20 centimes. Fontaine de la Cime de Vière, 5 centimes. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide qu'il y a lieu d'accepter ces propositions. Fait et délibéré à Cruys, les jours, mois et an que dessus. Cruys, le 25 mai 1894. Lettre du maire de Cruys au préfet des Basses-Alpes. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous recommander l'adoption du budget supplémentaire de 1894, quoi qu'il vous paraisse chargé. Je vous ferai observer que les sommes portées en dépenses le sont toutes pour un travail urgent. La somme de 40 francs pour chauffage des écoles nous est indispensable pour régulariser une situation incorrecte. Depuis mon entrée en fonction, j'ai trouvé cette somme absorbée à l'avance, de telle sorte que la somme portée au budget sert toujours à payer l'hiver écoulé, ce qui amène des tiraillements avec les fournisseurs. La somme de 10 francs pour éclairage du bureau télégraphique est obligatoire et a été omise au budget de 1894. Depuis de longues années, l'administration de l'instruction primaire demande avec insistance que l'on améliore la salle d'école des filles, qui, à cause de sa grande hauteur, 6,50 m, et de sa terminaison en voûte, résonne d'une façon désagréable et fatigante au moindre bruit. Nous avons jugé qu'il fallait établir un plancher à mi-hauteur, mais comme la commune n'a pas de ressources pour faire face à cette dépense, nous ne ferons pour le moment que le plafond. Malgré cela, encore, nous supposons que cette somme sera insuffisante. À ce sujet, je me permettrai de prier Monsieur le Préfet de venir en aide à la commune dans la mesure du possible. Les bâtiments communaux sont dans un état de dégradation considérable. Le plafond de l'école des garçons est tombé sur une surface de plusieurs mètres. Tous les logements et la salle de la mairie sont noirs et décrépits en maints endroits.
D'autre part, le crédit de 100 francs porté au budget de 1894 est absorbé en partie par une réparation urgente faite à la boîte aux lettres sur la démarche de l'administration des postes. Si le crédit de 300 francs nous est accordé, je prie Monsieur le Préfet de nous en aviser le plus tôt que la chose sera possible, pour que nous puissions exécuter les travaux pendant le courant des vacances prochaines, sans déranger ni les maîtres, ni les enfants. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mon profond respect. Le maire de Cruys. Forcalquier, le 18 décembre 1894. Ministère de l'Agriculture, Direction des Forêts. Rapport de M. Hostier, garde général des forêts à Forcalquier. Par délibération en date du 11 novembre dernier, le conseil municipal de Cruys demande que le parcours des moutons soit étendu dans les bois de 5 ans et au-dessus. Cette demande n'est pas nouvelle et à plusieurs reprises elle a déjà été formulée, mais toujours elle a été repoussée sur les avis des agents forestiers locaux. La situation d'aujourd'hui n'a pas changé. Il serait très imprudent, à notre avis, de donner satisfaction à la municipalité de Cruys, et cela pour 2 causes principales. D'abord, le sol, superficiel et sec, recouvert de pierres plates calcaires, offre une déclivité très forte. De plus, il est fortement raviné. En outre, dans ces bois jeunes, les pousses peu lignifiées risqueraient fort d'être broutées par les moutons. D'autre part, la commune de Cruys a vu depuis 1892 l'étendue des cantons défensables considérablement augmentée et pour l'année 1894, cette étendue atteint près de 600 hectares. Il est vrai, comme le fait remarquer le conseil municipal, que la neige ne permet pas pendant l'hiver l'accès du canton de la montagne au troupeau communal, mais l'étendue des vagues communaux non soumis, ainsi que les 200 hectares du canton, sont, à notre avis, bien suffisants pour nourrir, durant les quelques mois d'hiver, les 800 bêtes à laine admises au parcours dans la forêt communale. En conséquence, nous ne pensons pas que la demande du conseil municipal de Cruys puisse être prise en considération. Le garde général des forêts. République française, ministère de l'Agriculture, chaire départementale d'agriculture des Basses-Alpes. Lettre d'Eugène Servin, professeur départemental d'agriculture, au préfet des Basses-Alpes. Digne, le 3 juillet 1900. Monsieur le préfet, comme vous le savez, les fruits de notre région sont très savoureux, appréciés et recherchés par les consommateurs qui les connaissent. Leur production constitue une importante partie de la richesse agricole du département. Malheureusement, seuls quelques producteurs basalpins aisés et les négociants en fruits secs et de conserve sont au courant des pratiques de l'expédition, des débouchés, des tarifs, etc. et peuvent apporter leurs fruits. Le plus grand nombre des petits agriculteurs ignorent complètement ces détails. Il s'ensuit que dans les années d'abondance et même de production moyenne, une quantité considérable de fruits est perdue chez les petits cultivateurs, faute pour eux de savoir où et comment les écouler. Cette année, tous les fruits ont donné en abondance, et il est certain qu'il serait possible de trouver à placer ces fruits dans bien des grandes villes où la consommation augmente constamment et où le producteur pourrait en obtenir un prix rémunérateur. Il serait donc utile d'aider nos agriculteurs de la région moyenne et méridionale du département à trouver les différents moyens d'écouler leurs fruits, en leur enseignant les meilleures méthodes d'emballage, les différentes pratiques de l'expédition, les tarifs, etc. Ce sont ces différentes raisons qui m'ont déterminé à vous demander, Monsieur le Préfet, si vous ne croyez pas qu'il y aurait intérêt à ce que j'entre en relation avec messieurs les agents du service commercial
de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, afin de me mettre au courant de ce qui, sur cette question, peut être utile aux agriculteurs expéditeurs et leur redire ensuite au cours de mes conférences. Il pourrait y avoir là de grands avantages pour les producteurs, les consommateurs, et en peu de temps une augmentation des transactions commerciales qui ne pourrait qu'être profitable au département. Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de mon respectueux dévouement. Eugène Serra. Cruis, le 26 juin 1902. Cahier des charges pour l'adjudication de l'éclairage dans les rues de la commune de Cruis. L'adjudication est passée pour les 2 années à venir à partir du 14 juillet 1902. Le montant de l'adjudication, qui ne devra pas excéder 260 francs, sera payé en 4 termes le premier jour du premier mois de chaque trimestre. L'adjudicataire fournira l'huile nécessaire à l'éclairage qui durera du 1er octobre au 30 avril. Il éclairera le soir du 14 juillet, la veille, le jour et le lendemain de la fête patronale jusqu'à 2 heures du matin. Les réverbères seront allumés depuis la chute du jour jusqu'à 11h30 du soir. Toutefois, les réverbères ne s'allumeront pas les soirs où la lune éclairera suffisamment, le temps étant découvert. Il recevra les réverbères en bon état de service et sera chargé de leur entretien. Il placera lui-même les 14 réverbères. Les dommages causés par la force majeure sont à la charge de la commune. Une retenue de 5 francs lui sera faite lorsqu'il ne se sera pas conformé au cahier des charges. En cas de récidive, la commune se réserve le droit de résilier le bail. Le maire. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Cruis. Séance du 21 mai 1903. Monsieur le maire expose au conseil que les agriculteurs de la commune de Cruis ont particulièrement souffert de la gelée. La récolte d'amandes est entièrement perdue, l'élevage des vers à soie est compromis par suite de la gelée des mûriers, les vignes, les pommes de terre, les luzernes et toutes les récoltes ont été également très endommagées. Pour venir en aide aux agriculteurs éprouvés par ce désastre, Monsieur le maire propose de dégréver les habitants de Cruis pour l'année 1903 de la taxe d'affouage et de la taxe sur les chèvres. Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le maire, reconnaît qu'il est de toute nécessité que la commune vienne en aide, dans la mesure de ses moyens, aux agriculteurs. Dans ce but, il annule la délibération par laquelle il établissait pour 1903 une taxe d'affouage de 50 centimes par 100 kg de bois de chauffage sur tous les usagers de la commune et annule la délibération qui établissait pour 1903 une imposition sur les bestiaux et fixe ainsi qu'il suit cette même imposition pour 1903. Pour chaque bête à laine hivernant dans la commune, 10 centimes. Pour chaque bête à laine passant l'été dans la commune, 25 centimes. Fait et délibéré à Cruis, les jours, mois et an que dessus. Conseil municipal de la commune de Cruis, séance du 21 janvier 1904. Extrait. Monsieur le maire soumet au conseil une lettre provenant du préfet expliquant que le conseil départemental de l'hygiène a émis le vœu qu'un règlement uniforme au point de vue de l'hygiène fût adopté pour toutes les communes du département. Il dépose sur le bureau le projet de règlement élaboré par le conseil départemental tel qui suit. Habitation. Dans les constructions neuves, les parois construites en pierre
briques ou bois, seront enduites ou tout au moins badigeonnées à l'intérieur à la chaux. Les constructions ne pourront être élevées que sur une fondation lourdée en chaux hydraulique jusqu'à 30 mètres au-dessus du sol. 30 cm au-dessus du sol. La couverture et la sous-couverture à paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites. Le dallage, le carrelage ou le parquet devra être placé sur une couche de béton imperméable ou un pavage noyé au mortier. Le sol en terre battue est interdit. Cuisine. La cuisine, pièce commune, doit être largement pourvue d'espace, d'air et de lumière. Tout foyer de cuisine doit être placé sous une hotte munie d'un tuyau de fumée montant autant que possible au-dessus de la partie la plus élevée de la construction. La cuisine sera autant que possible munie d'un évier. Chambres à coucher. Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera bien éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2,60 m sous plafond. Les fenêtres ne mesureront pas moins d'1,5 m superficiel. Les cheminées, fours et appareils de chauffage seront aménagés de façon qu'il ne s'en dégage à l'intérieur de l'habitation ni fumée, ni gaz toxique, et seront pourvus de tuyaux de fumée élevés, autant que possible, de 40 cm au moins au-dessus du faîte de la maison. L'habitation de nuit est interdite dans les caves et les sous-sols. Eau d'alimentation. Les sources seront captées soigneusement et couvertes. Les puits existants ou à créer seront fermés à leur orifice ou garnis par une couverture surélevée. Les puits seront protégés contre toute infiltration d'eau superficielle par l'établissement d'une aire en maçonnerie étanche. Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d'aisance. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou avec un seau qui restera constamment fixé à la chaîne. Ils seront nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire. Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches. Le plomb est exclu des réservoirs destinés à l'eau potable. Écuries et étables. Le sol des écuries et des étables devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urines. Celles-ci devront s'écouler par une rigole ayant une fente suffisante. Les murs des écuries et des étables seront blanchis à la chaux. La hauteur sous plafond des écuries destinées aux espèces chevalines et bovines sera au moins de 2,40 m. Elles seront, autant que possible, bien aérées. Fosses à fumier et à purin. Les fumiers seront déposés sur un sol imperméable entouré d'un rebord également imperméable. Les fosses à fumier posséderont des parois et un fond étanche, bétonné ou cimenté. Les fosses à fumier et à purin seront placées à une distance convenable des habitations. Mares. La création de mares ne peut se faire sans une autorisation spéciale. Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations. Ils seront curés une fois par an. Il est défendu d'étaler les vases auprès des habitations. Vidange, gadou, etc. Les dépôts de vidange, gadou, immondices, paille, pales, feuilles sèches en putréfaction, mares de raisin sont interdits s'ils sont de nature à compromettre la santé publique. Il est défendu d'une façon absolue de faire des dépôts permanents de paille, feuilles sèches et immondices dans les rues. Il est également interdit de déverser les vidanges dans les cours d'eau, sinon doit résulter un inconvénient pour la salubrité et l'hygiène publique. Cabinets et fosses d'aisance. Les cabinets et fosses d'aisance seront établis à une distance convenable des sources, fruits et citernes. Animaux morts. Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres,
et de les entasser au voisinage des habitations, des puits ou des abreuvoirs. Maladie transmissible. Déclaration. Les hôteliers et logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement. Isolement. Tout malade atteint d'une infection transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner. Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion, on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes les précautions pour empêcher la propagation du mal. Désinfection. Il est interdit de déverser aucune défection, crachat, matière fécale, matière vomi, provenant d'un malade atteint d'une maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau. Les déjections recueillies dans les vases spéciaux seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive. Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets contaminés ou souillés, seront désinfectés. Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin inspecteur de l'école. Le Conseil, après avoir entendu lecture de ce règlement et après délibération, émet l'avis qu'il y a lieu de l'adopter. Conseil municipal de la commune de Cruys, séance du 30 mars 1905. Extrait. Monsieur le maire donne connaissance d'une lettre de monsieur le garde général des eaux et forêts de Forcalquier en date du 24 mars courant, demandant de voter une taxe de 10 centimes par bête à laine admise au parcours dans les bois communaux. Le montant de cette taxe serait affecté à des améliorations de la forêt. Il invite le Conseil à délibérer. Le Conseil municipal, considérant que, vu le bon état de repeuplement de la forêt, il n'y a aucune nécessité à y pratiquer des semis, refuse de voter la taxe de 10 centimes par bête à laine demandée par monsieur le garde général et demande que l'autorisation de package soit accordée comme précédemment, sans conviction ni restriction. D'autre part, le conseil municipal estime qu'en attendant que le décret lui soit communiqué, il ne peut y avoir aucune interruption dans l'exercice du droit de package, attendu que la demande d'autorisation ayant été faite au mois d'octobre 1904, l'administration forestière a eu tout le temps nécessaire pour accomplir les formalités et pour soumettre le dit décret à la signature de Monsieur le Président de la République. Fait et délibéré à Cruys, les jours, mois et ans que dessus. Conseil municipal de la commune de Cruys, séance du 14 juin 1907. Monsieur le maire expose au Conseil que le lavoir de la place, par sa position défectueuse, devient une gêne pour la circulation autour de la fontaine. Que ce lavoir étant contigu à la fontaine, cela permet aux personnes de tremper du linge dans le bassin, ce qui pourrait avoir de graves conséquences au point de vue de l'hygiène et de la santé publique. En outre, ce lavoir étant exposé aux intempéries, il devient inabordable pendant l'hiver à cause de la glace qui l'entoure. Pour remédier à ces inconvénients, monsieur le maire propose de séparer le lavoir de la fontaine et de la reconstruire avec toiture au coin sud-ouest de la place, entre les deux grands arbres. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé qui précède, approuve la proposition qui vient de lui être faite et demande qu'il plaise à monsieur le préfet
d'autoriser Monsieur le maire à étudier, de concert avec un architecte, ce projet de transfert du dit lavoir et vote pour faire face à cette dépense la somme de 400 francs. Fait et délibéré à Cruys, les jours, mois et an dessus. Digne, le 24 décembre 1921. Le directeur des services agricoles des Basses-Alpes à Monsieur le préfet des Basses-Alpes. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note du 21 courant par laquelle vous me demandez de vous faire connaître quels moyens scientifiquement pratiques il serait possible d'entrevoir afin de combattre dans les Basses-Alpes la sécheresse qui y sévit avec une particulière intensité. Il s'agit donc de mettre à la disposition des agriculteurs les moyens de conserver leur culture et leur cheptel dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne les céréales, qui à l'heure actuelle ont plus particulièrement à souffrir de la sécheresse, les semailles d'automne étant terminées, c'est vers une amélioration des ensemencements de printemps que peuvent se porter nos efforts. Nous nous sommes préoccupés de cette situation déjà. Le blé de Manitoba, qui évolue assez rapidement comme blé de printemps, pourrait peut-être permettre aux agriculteurs qui n'ont pu effectuer leur semaille d'automne de les compléter par cette céréale. Le syndicat départemental agricole de Manosque doit recevoir, d'après ce que m'a dit M. Derbès, une quantité importante de blé de Manitoba pour semences, ainsi que M. Jugy, minotier au mai. Les cultivateurs qui désireraient en semer pourraient donc se fournir à cette association. Il convient cependant d'être prudent à cet égard, car dans la partie basse du département, les blés de printemps réussissent assez difficilement et les agriculteurs réserveront certainement une partie de leurs terres disponibles pour des emblavures d'avoine et d'orge de printemps beaucoup moins délicates que le blé. En ce qui concerne le cheptel, la sécheresse qui, en 1921 déjà, diminua le rendement en foin, peut compromettre la récolte de 1922 si les pluies n'arrivent pas. On peut donc envisager l'emploi d'aliments de substitution capables de remplacer le fourrage. Parmi ceux-ci, les tourteaux, qui ont une place importante. D'autre part, les engrais de façon générale, permettant aux plantes de végéter dans de meilleures conditions et de mieux résister ainsi à la sécheresse, leur emploi peut jusqu'à un certain point permettre de parer au manque de pluie. Nous préconisons donc particulièrement leur emploi. Le directeur des services agricoles. Cruys, le 10 octobre 1931. Nous, maires de la commune de Cruys, considérons qu'il importe de prendre des mesures pour que les avertissements donnés au public soient affichés à un endroit apparent et fréquenté par la population. Arrêtons. Les affiches administratives et officielles seront à partir d'aujourd'hui apposées sur la façade nord du lavoir public, situé sur la place de la mairie. Messieurs l'afficheur public et le garde champêtre sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Fait en mairie de Cruys. Cruys, le 30 janvier 1938. Sinistre survenu dans la commune pendant l'année 1937. Incendie. Néant. Nombre de cas de grêle. 1. Le 30 mai. Montant des dommages. De 50 000 à 100 000 francs, voire conclusion d'expertise. Nombre des exploitations qui ont souffert. 12. Nombre de ces exploitations qui étaient assurées. 0. Mortalité du bétail par maladie contagieuse. Maladie. Fièvre afteuse. Espèce éprouvée. 25 brebis. Montant des pertes. 4 000 francs. Nombre de propriétaires qui ont subi des pertes. 4. Nombre de propriétaires qui étaient assurés.
0. Statistiques agricoles pour la commune de Cruys, 1949. Répartition en hectares. Blé 206, Seigle 5. orge 3, Avoine 30. maïs 4, Haricots verts 0,5. petit pois en cosse 0,5, Haricots secs 3. lentilles 1, Pois 4. fèves 0,5, Pommes de terre 40. betterave fourragère 5, Choux fourragers 2. trèfle 4, Luzerne 35. sainfoin 40, Prairies temporaires 10. fourrages annuels 8, Prés naturels 37. pâturage et package 100, Vignes non encore productives 3. vignes productives 12, Ail 0,25. carottes 0,25, Citrouille et potiron 2. melon 1, Tomates 0,25. lavande pour distillation en forêt 300, cultivé 15, Production de fruits en quintaux. abricots 2, Cerises 15. châtaignes 3, Noix 5. pommes et poires à couteau 10, Prunes 2. amandes 100. Olives 3. Effectif des animaux de la ferme, Chevaux 33. mules et mulets 40, Ânes 2. béliers 10, Brebis 800. agneaux et agnelles 200, Truies 30. porcs 50, Porcelets 80. chèvres 80. Appréciation sur les récoltes de l'année dans la commune. La récolte en blé a été bonne, fourrage assez bonne, légumes mauvaises. Récolte des amandes médiocres, vendange en partie détruite par la grêle. Paris, le 19 juillet 1952. République française, ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture. Vu les demandes présentées par Monsieur l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles à Digne, et Monsieur le conservateur des eaux et forêts à Digne, tendant à faire déclarer le lapin de Garenne gravement nuisible dans diverses communes du département des Basses-Alpes, en raison des ravages causés par ces rongeurs, tant aux récoltes qu'aux plantations financées par le Fonds forestier national, arrête. Le lapin de Garenne est déclaré gravement nuisible sur l'ensemble du territoire des communes de Aiglun, Allemagne, Berle, Benne, Le Caire, Le Chafaud, Château-Arnoux, Châteaufort, Chaudon-Norante, Clermont-Salles, Cruys, Digne et Dourbe, Entrage, Gréoux-les-Bains, Marcoux, Les Mets, Mézelles, Mison, La Motte du Caire, Noyer-sur-Jabron, Les Aumergues, Pierrevert, Reillanne, Revès-du-Bion, Riès, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Martin-de-Brome, Saint-Symphorien, Sénez, Sisteron, Souris, Vachères, Valençol, Venterolles, Vologne. Dans les dites communes, en cas de dégâts dûment constatés, les propriétaires ou locataires du droit de chasse seront mis en demeure de procéder aux destructions nécessaires. Si les destructions ainsi opérées se révélaient insuffisantes, des destructions d'office pourront être ordonnées au moyen de battues administratives dont la direction sera confiée au lieutenant de la louveterie. Puis, 1er août 1956, direction des services agricoles des Basses-Alpes, statistique des tracteurs, arrondissement de Barcelonnette, Tracteur à essence 25, tracteur à gasoil 25. arrondissement de Castellane, Essence 93, gasoil 106. arrondissement de Digne, Essence 496, gasoil 761. arrondissement de Forcalquier, Essence 547, gasoil 692. arrondissement de Sisteron, Essence 235, gasoil 171. soit un total de Essence 1396, gasoil 1755. total tracteur 31 051. Voyez.